Quand mon oncle Silas est décédé, il semblait que toute la famille ne s'était réunie que pour une seule raison: découvrir qui hériterait de sa fortune. Il n'était pas seulement riche, c'était le genre d'homme qui possédait plusieurs propriétés dans différents États, qui paradait avec des voitures que la plupart ne voyaient qu'en couverture de magazines et qui, selon les rumeurs, avait des investissements cachés dans tout le Brésil. Beaucoup pensaient que sa mort allait bouleverser nos vies à tous. Mes cousins sont arrivés au bureau de l'avocat pratiquement en salivant, prêts à réclamer leur part des 180 millions de réais qu'il avait accumulés. Moi, sincèrement, je n'étais pas venu avec cette attente-là. Ma mère, Mara, m'avait toujours appris que la dignité valait plus que l'argent. Et en vérité, je n'avais jamais eu grand-chose. Je travaillais dur dans une scierie de l'intérieur du Minas Gerais, gagnant juste assez pour ne pas avoir faim, et j'aidais à payer les factures depuis la mort de mon père. Je n'avais jamais rêvé de voiture de luxe ni de maison au bord de la mer. Mais malgré tout, une partie de moi croyait encore, au fond, que mon oncle Silas pourrait me laisser quelque chose de significatif, un signe que je n'étais pas invisible à ses yeux. L'avocat commença à lire le testament, et bientôt mes cousins reçurent exactement ce qu'ils espéraient. L'aîné, Ronaldo, hérita d'une maison au bord du lac à Capitolio et d'une collection de voitures anciennes. Sa sœur, Cynthia, reçut un fonds viager qui lui assurerait le confort pour le reste de sa vie. Leurs sourires satisfaits envahirent la pièce. Quand l'avocat prononça enfin mon nom, je me redressai sur ma chaise. J'espérais, au moins, un petit quelque chose, une sécurité pour moi et ma mère. Au lieu de cela, j'entendis « À mon neveu, Elias, je laisse une vieille boîte à outils en métal. Contenu inconnu. » Les rires de mes cousins résonnèrent comme une gifle. Ronaldo se pencha vers moi et lança, avec mépris, « Parfait. Le perdant a hérité de la ferraille. Je crois que Silas pensait que tu te débrouillerais mieux avec des déchets qu'avec un trésor, » ajouta Cynthia. Le reste de la salle rit ou secoua la tête comme si tout cela n'était qu'une blague. Mon visage brûlait, mais je restai silencieux. Je pris cette boîte cabossée et rouillée, comme si ce n'était rien. Mais mon cœur sombra. Sortir de ce bureau avec cette boîte à la main fut l'un des moments les plus humiliants de ma vie. Pendant que les autres s'en allaient avec des dossiers remplis de documents d'immeubles et de comptes bancaires, je tenais quelque chose qui semblait venir d'une décharge. Je sentais les murmures derrière moi à chaque pas, chacun d'eux me rappelant combien ils me trouvaient insignifiant. Ce que personne ne savait, pas même moi à ce moment-là, c'est que la véritable histoire n'était pas ce qu'ils avaient reçu, ni ce que je n'avais pas eu. Elle était cachée dans cette boîte. Et lorsque je le découvris, ma vie changea d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Après être sorti du bureau avec cette vieille boîte à outils entre les mains, le sentiment d'être la cible d'une blague cruelle ne me quittait pas. Mes cousins défilaient vers leur voiture avec des dossiers bourrés d'héritage. Et moi, je portais une boîte cabossée qui semblait avoir été oubliée dans un atelier depuis des décennies. Leur rire résonnait encore dans ma tête, plus fort que le bruit de la circulation dans la rue. Je voulais croire qu'il y avait plus derrière tout ça, que peut-être mon oncle Silas avait une raison. Mais, debout là, sur le parking, tout ce que je ressentais, c'était de la honte. Ma mère, Donna Mara, m'attendait à la maison. Elle n'avait pas assisté à la lecture du testament. Ses jambes ne lui permettaient plus de longues marches, et je ne voulais pas qu'elle voie l'humiliation d'un fils traité comme une plaisanterie par ses propres proches. Quand j'entrai par la porte, elle me regarda depuis son fauteuil à bascule, ses mains fragiles reposant sur ses genoux, et m'offrit ce sourire qu'elle ne donnait que lorsque la vie devenait trop dure. « Qu'est-ce que ton oncle t'a laissé, Elias ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Je posai la boîte sur la table de la cuisine avec un bruit sourd. « Ça ? Rien d'autre. » Elle la contempla en silence. Mais elle ne regardait pas la rouille, ni les bosses. Elle regardait mes épaules lourdes. « Ne sois pas honteux, mon fils. Parfois, les plus petits cadeaux portent les plus grandes significations. J'aurais voulu la croire. Mais mon orgueil était blessé. J'avais passé ma vie entière à travailler dur, à prendre soin d'elle après la mort de mon père. Je n'avais jamais demandé plus qu'une chance équitable. J'espérais que mon oncle reconnaîtrait ça d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela,
Il m'avait exposé devant une famille qui me voyait déjà comme un moins que rien. Pour comprendre l'amertume que j'ai ressentie ce jour-là, il faut savoir qui était mon oncle Silas. Pour la plupart des gens de la ville, il était presque une légende. Il avait fait fortune dans le transport et l'immobilier, achetant des terrains abandonnés qu'il transformait ensuite en projets lucratifs. Il arrivait aux réunions de famille avec des voitures importées, vêtues de costumes qui valaient sûrement plus que mon salaire annuel. Il ne se vantait jamais. Mais sa simple présence rappelait à tout le monde ce qu'il n'avait pas. Quand j'étais enfant, je l'admirais. Je me souviens d'une réunion de famille. J'avais une dizaine d'années, où je l'avais vu traverser la pelouse en distribuant des cadeaux à mes cousins. Ronaldo reçut un gant de baseball en cuir. Cynthia, un vélo avec des rubans colorés au guidon. J'attendais patiemment. Je rêvais de quelque chose de petit, même une simple voiture miniature. Quand enfin il se tourna vers moi, il se contenta de me taper l'épaule et de dire « Un jour, Elias, tu comprendras que tous les trésors ne brillent pas. » Puis il s'éloigna, sans rien me donner. À l'époque, j'ai cru qu'il m'avait oublié. Plus tard, j'ai commencé à penser qu'il avait peut-être vu quelque chose de différent en moi. Quelque chose qui ne se récompense pas avec des objets. Mais, assis dans cette salle de lecture de testament, entendant les mots « boîte à outils rouillée », tout cela m'est revenu. Je me suis senti de nouveau comme ce gamin oublié. Ronaldo et Cynthia s'étaient toujours comportés comme la royauté de la famille. Ronaldo passait son temps à se vanter de ses affaires qui finissaient toujours par échouer. Il utilisait l'arrogance comme un bouclier. Et quand il riait de moi, c'était toujours de façon à blesser. Cynthia, elle, était pire. Langue acérée, critique constante. Elle me regardait comme si mon travail à la scierie était une preuve d'échec et non de loyauté et de résistance. Pour eux, ma vie était synonyme de défaite. Et cette boîte ne faisait que confirmer leur vision. Je suis rentré dans notre petite maison modeste, où chaque mur racontait une histoire de lutte. Le plancher en linoléum s'écaillait déjà. Le papier peint se décollait dans les coins. Les médicaments de ma mère s'alignaient sur le comptoir. Rappel de factures qui semblaient ne jamais s'arrêter. Nous n'avions ni manoir, ni voiture importée, ni gros compte en banque. Nous n'avions que mon travail acharné, mon engagement envers elle et ma dignité. Mais maintenant, nous avions aussi une boîte, et sans le savoir encore, un secret. La boîte resta là, au milieu de la table de la cuisine, pendant des heures. J'essayais de l'ignorer pendant que je préparais le dîner de ma mère, le même que presque tous les soirs. Haricots, riz et un morceau de pain de maïs. Elle fredonnait doucement en recousant un bouton lâche de ma chemise de travail. Elle ne se plaignait jamais de la vie. Elle avait connu de bons et de mauvais moments, et répétait toujours qu'un homme se mesure non pas à ce qu'il possède, mais à la façon dont il se comporte quand il n'a rien. Ce soir-là, assis en face d'elle, j'ai compris pourquoi l'humiliation m'avait tant blessé. Ce n'était pas seulement le rire de mes cousins, ni la déception de sortir les mains vides. C'était la peur que, peut-être, mon oncle Silas ne m'ait jamais vraiment vu. Qu'il me considérait comme eux me considéraient. Quelqu'un destiné aux miettes, sans valeur, sans confiance. Mais les mots de ma mère résonnaient encore. Parfois, les plus petits cadeaux portent les plus grandes significations. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, mais je savais qu'elle y croyait. Et cette fois suffisait pour m'empêcher de jeter la boîte au fond du hangar et de l'oublier. Je continuais à fixer ce vieux métal, à passer mes doigts sur la rouille. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Et ce n'était pas seulement le poids du fer. C'était le poids de quelque chose de caché, quelque chose qui pouvait peut-être tout changer. Dans les jours qui suivirent, la boîte devint une ombre dans la maison, toujours au même endroit. Chaque fois que je passais devant, je ressentais un mélange de colère et de curiosité. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une blague cruelle, le dernier sarcasme de quelqu'un qui me voyait comme un moins que rien. Mais ce poids, ce maudit poids, ne sortait pas de ma tête. La 3e nuit après la lecture du testament, j'entendis frapper à la porte. C'était Ronaldo, appuyé contre le chambranle comme si la maison lui appartenait, chemise de lin, parfum trop fort, sourire cynique. « Alors, cousin ?» dit-il,
Comment va ton trésor rouillé? Tu as déjà trouvé un clou en or dedans? Se moqua-t-il en riant tout seul. Je serrai la mâchoire, essayant de rester poli. Ce n'est qu'une boîte à outils, Ronaldo. Il fit un pas de plus, la voix plus basse, presque un murmure venimeux. C'est tout ce que tu auras dans ta vie, Elias. Des ordures pour quelqu'un né pour les ordures. Cynthia a failli tomber de sa chaise hier, rien qu'en imaginant toi en train de polir cette camelote comme si c'était un trophée. Ma mère, depuis l'autre pièce, cria d'une voix étonnamment ferme « Ça suffit, Ronaldo !» Il haussa les épaules, me lança un signe ironique et sortit avec le même mépris qu'en entrant. Son rire résonna encore dans la rue. Je m'assis sur la chaise, fixant la boîte. Ces mots faisaient mal, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce que je n'avais rien pour prouver qu'ils étaient faux. J'ouvris le couvercle de nouveau, comme quelqu'un qui espère un miracle. Tout ce que je vis, ce furent des outils usés. Un marteau aux manches fendues, quelques clés anglaises érodées, un mètre cassé. Rien de spécial. Mais en soulevant la boîte, je ressentis encore ce poids étrange. Je passai la main en dessous et entendis un léger cliquetis. Mon cœur s'emballa. Je pris un tournevis dans le tiroir et commençai à forcer un coin du fond. Le métal résistait, mais avec assez d'effort, la base commença à céder. Je transpirais, la poitrine serrée, les doigts tremblants. Quand le faux fond céda enfin, ce que je trouvais à l'intérieur n'était ni de l'argent, ni des bijoux, mais un vieux téléphone portable. Un de ces modèles à clapet, couvert de poussière, avec l'antenne tordue. Je restais figé, incapable de comprendre pourquoi quelqu'un aurait caché un téléphone dans une boîte à outils. J'appuyai sur le bouton d'allumage, sans rien attendre. Mais, à ma surprise, l'écran s'illumina faiblement. Et avant même que je puisse réfléchir, le téléphone sonna. Le son fendit le silence de la maison comme un couteau. Ma mère apparut à la porte de la cuisine, les yeux écarquillés. « Réponds, Elias », chuchota-t-elle. Mes doigts tremblaient lorsque j'appuyais sur le bouton vert. Je portai le téléphone à mon oreille. « Elias », dit une voix grave, ferme, « si tu entends ceci, c'est que Silas avait confiance en toi. La véritable héritage commence maintenant. » Je restais paralysé. La gorge sèche, la voix hésitante quand je réussis à répondre. « Qui êtes-vous ? Tu le sauras bientôt. Suis les instructions. Et ne parle à personne. Les autres ne comprendraient pas. Ceci est entre toi et l'homme qui connaissait ta valeur. » La ligne coupa. Je fixai l'appareil, le cœur battant à tout rompre. Ma mère s'approcha, posa sa main sur mon épaule. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » Ils ont dit que la véritable héritage commence maintenant. Ses yeux se remplirent d'un mélange de fierté et d'inquiétude. Ton oncle était un homme compliqué, mais il ne faisait jamais rien sans raison. S'il t'a choisi, c'est qu'il avait une raison. Je m'assis sur le bord du lit cette nuit-là, le téléphone encore chaud dans ma main, tentant de calmer le flot de pensées qui déferlait comme une crue. La honte que Ronaldo et Cynthia m'avaient infligée quelques jours plus tôt paraissait désormais lointaine, remplacée par une chaleur différente. La sensation que quelque chose commençait. La nuit fut longue. Le téléphone resta sur la table de chevet, immobile, mais aussi présent qu'un cœur battant. Je me réveillais chaque heure, guettant qu'il sonne à nouveau, et craignant en même temps qu'il le fasse. Au matin, ma mère me trouva dans la cuisine, les yeux creusés, la boîte repoussée dans un coin de la table. Elle me servit un café, ses mains étonnamment stables malgré l'âge. « Tu vas devoir décider, Elias », dit-elle d'une voix calme qui sonnait toujours comme un avertissement. « Tu peux tout ignorer et continuer ta vie comme toujours. Ou tu peux suivre ce chemin. Mais si Silas a caché ce téléphone, ce n'était pas une plaisanterie. Ces mots me frappèrent en plein cœur. Je savais qu'elle avait raison. L'humiliation de la visite de Ronaldo brûlait encore en moi. Mais désormais, j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. J'avais été choisi, même si je ne comprenais pas encore pourquoi. Cette même nuit, le téléphone sonna de nouveau. Je faillis tout faire tomber en me précipitant pour répondre. La même voix, calme et ferme, parla. « Elias, écoute bien. Il y a un entrepôt de self-stockage à la sortie de la ville. Unité 17. Le code pour l'ouvrir est la date de naissance de ton père.
Vas-y ce soir. Et ne dis à personne où tu vas. » Avant que je puisse poser la moindre question, la ligne coupa. Je restais figé, le téléphone à la main, l'esprit en ébullition. Qui que ce soit, cette personne connaissait des choses que seul quelqu'un de la famille pouvait savoir. La date de naissance de mon père n'apparaissait dans aucun registre. Je racontais tout à ma mère. Elle acquiesça lentement, l'air grave. « Ton oncle avait confiance en toi. Il ne gaspillait jamais sa confiance. Si tu y vas, sois prudent. Prends la camionnette. Et que tes cousins ne te voient pas. » L'idée que Ronaldo ou Cynthia découvrent quoi que ce soit me mit immédiatement en alerte. Je savais que s'ils soupçonnaient quelque chose, ils ne reculeraient devant rien pour me l'arracher. J'attendis la tombée de la nuit. À 9 heures, j'étais déjà au volant de la vieille camionnette, la boîte à outils enfermée dans la benne, le téléphone dans ma poche. Les routes étaient silencieuses, ce silence lourd qui amplifie chaque bruit. Les phares fendaient l'obscurité, croisant champs vides et boutiques fermées. Quand je me garai devant l'entrepôt, le portail se dressait, imposant, presque menaçant. À peine avais-je coupé le moteur que le téléphone vibra à nouveau. « Le code du portail est l'année où tu as terminé le lycée, » dit la voix. « Utilise-le. Puis, rends-toi directement à l'unité 17. » Je tapais les chiffres, les mains moites. Le portail s'ouvrit dans un grincement métallique. J'entrai lentement, les pneus écrasant le gravier avec un bruit trop fort à mon goût. Les rangées de box s'étendaient de chaque côté, chaque porte métallique brillant faiblement sous les lampes. Je m'arrêtai devant le box 17. Le clavier clignotait en rouge. J'entrai la date de naissance de mon père, chiffre par chiffre. Quand le dernier s'afficha, la lumière passa au vert. La serrure céda dans un déclic sec. Je soulevai la porte d'un coup. Le son métallique résonna dans les couloirs comme un tonnerre étouffé. À l'intérieur, l'odeur était celle de la poussière et de l'huile. À première vue, un simple dépôt, étagères, caisses empilées, une bâche couvrant quelque chose de massif. Mais il y avait dans l'air une tension, comme si chaque détail avait été disposé avec intention. Le téléphone vibra encore. « Tu es au bon endroit, » dit la voix. « Soulève la bâche. » Puis lis la lettre sur le bureau. Je m'avançai, mes pas résonnant sur le sol de ciment. Je saisis la bâche à 2 mains, inspirai profondément et tirai. Dessous, 3 grands caissons métalliques empilés. Les flancs marqués de lettres peintes. Propriété de S. Holloway, le nom de mon oncle. À côté, un vieux bureau, solide malgré les années. Dessus, une enveloppe, mon nom inscrit en grandes lettres, Elias. Mes mains tremblaient quand je déchirais le papier. À l'intérieur, une lettre manuscrite, l'écriture ferme de mon oncle. Elias, si tu lis ceci, c'est que tu t'es déjà montré digne. J'ai laissé les biens et l'argent à tes cousins parce que c'est ce qu'ils désiraient. Qu'ils s'y noient. Toi, je t'ai confié ce qui compte vraiment. Ces caissons contiennent une part de mon véritable héritage. Pas seulement de la richesse, mais des registres, des cartes, des preuves d'investissement que toi seul peux gérer. Je t'ai choisi parce que tu travailles de tes mains. Tu vis avec humilité. Tu connais la valeur de la loyauté. Ne gaspille pas cela. C'est ton héritage. Protège-le. Je m'assis sur place, les jambes coupées. Les mots dansaient devant mes yeux. Mon oncle ne m'avait pas humilié. Il m'avait choisi. La honte que je portais depuis la lecture du testament s'effritait, remplacée par quelque chose de plus dense, mais de plus fort. La responsabilité. Je levai de nouveau les yeux vers les caissons. Leurs parois d'acier reflétaient la lumière faible du néon. Tous étaient fermés par de lourds cadenas, chacun marqué des initiales S.H. J'essayai de soulever le premier, mais il ne bougea presque pas. Le contenu n'était pas symbolique. C'était sérieux. Je pris un pied de biche appuyé contre le mur et le glissai sous le cadenas. Avec effort et sueur, le métal céda. Quand j'ouvris le couvercle, je restai figé. À l'intérieur, soigneusement empilés, des lingots d'or, des dizaines, brillant même sous cette faible lumière avec un éclat qui semblait irréel. Mes jambes fléchirent. Le deuxième caisson était rempli de liasses de billets, des rayés neufs, enveloppés et étiquetés. Le troisième était différent. À l'intérieur, des carnets de cuir,
des cartes attachées par une ficelle et un trousseau de vieilles clés. Je pris un carnet et l'ouvris. Chaque page était couverte de l'écriture minutieuse de mon oncle. Notes d'investissement, propriété dans plusieurs États, comptes, stratégies. Ce n'était pas seulement de la richesse, c'était un plan, un héritage. La carte complète de tout ce qu'il avait bâti et qu'il m'avait confié. Le téléphone vibra encore. J'ai ouvert les caissons, dis-je, presque essoufflé. L'or, l'argent, les carnets. Qu'est-ce que tout cela signifie? La voix, à l'autre bout, resta calme. Presque fière. C'est la véritable fortune de ton oncle. Pas les maisons ou les voitures qu'il a distribuées, mais la base de l'empire qu'il a construit. Il t'a fait confiance pour continuer. Il croyait que tu avais le cœur pour protéger tout cela, et ne pas le gaspiller. J'avalais ma salive, les carnets toujours ouverts dans mes mains. Mais pourquoi moi? Il me parlait à peine. Parce qu'il observait, répondit la voix, ferme. Il t'a vu prendre soin de ta mère quand personne d'autre ne le faisait. Il t'a vu travailler de tes propres mains. Gagner ta vie par l'effort, pas par la cupidité. Il a vu quelqu'un de loyal, quelqu'un de digne. Tu étais son choix, Elias. Pas Ronaldo, pas Cynthia. Toi. Les larmes me montèrent aux yeux avant que je puisse les retenir. Je regardais autour de moi. L'or, les documents, les secrets. Tout m'avait été confié. La voix moqueuse de mes cousins résonnait encore dans ma mémoire, mais elle ne m'atteignait plus. Ils croyaient avoir gagné. Ils n'avaient hérité que de jouets. Moi, là, dans ce galpon silencieux, j'étais le gardien de la véritable héritage. C'est alors que je vis des phares approcher. La lumière traversa les rangées de box et me ramena brutalement à la réalité. Je me baissai derrière les caissons, le cœur battant à tout rompre. Par les interstices de la porte, j'aperçus la voiture de Ronaldo se garer lentement. Le capot noir reflétait la lumière blafarde. Il descendit, téléphone à l'oreille, les yeux fouillant les alentours. « Oui, dit-il à voix haute, pour que je l'entende. La camionnette du raté est là. Il cache quelque chose. » La peur m'écrasa la poitrine. Il m'avait suivi. Mon secret était à quelques secondes d'être découvert. Je pris le téléphone, ma voix réduite à un murmure affolé. « Ronaldo est ici. Que dois-je faire ?» La réponse fut immédiate. « Ferme l'unité et pars tout de suite. Protège ce qui est là. Ne le laisse pas voir. » Je refermai les caissons, tirai la bâche par-dessus. J'abaissai la porte coulissante et verrouillai le cadenas, les doigts tremblants. Je tapai le code en hâte. Ses pas se rapprochaient, sa voix impatiente résonnant dans le couloir. « Elias !»« Je sais que tu es là! Ouvre cette porte! Montre-moi ce que tu as trouvé !» Je m'obligeais à marcher vers la camionnette avec calme, alors que tout en moi criait de fuir. « Ce n'est qu'une vieille boîte, Ronaldo !» dis-je, ma voix étonnamment ferme malgré le chaos intérieur. « Tu es venu pour rien. » Il me fixa, les yeux plissés, cherchant la vérité. « Tu mens. » Je soutins son regard, et quelque chose bascula en moi. Pour la première fois, je ne me sentais pas inférieur. Je me sentais fort. Je montai dans la camionnette, mis le moteur en marche et lançai « Tonton Silas m'a laissé ce dont j'avais besoin. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Je quittai l'entrepôt, laissant Ronaldo debout sous les néons froids, les poings serrés, l'ego meurtri. Mes mains tremblaient sur le volant, mais au fond de moi une certitude nouvelle brûlait. J'avais protégé le secret, pour l'instant. Quand je rentrais, ma mère m'attendait à la fenêtre. Dès que je franchis la porte, elle me regarda sans poser de questions. Elle prit simplement ma main et dit « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai, sentant tout le poids du jour s'effondrer sur moi. « Alors maintenant, Elias, tu dois porter cela avec sagesse. C'était la volonté de ton oncle. Et à cet instant, je compris que le point culminant de cette histoire n'était pas l'or, ni les carnets, ni la fortune cachée. C'était de comprendre que mon oncle avait cru en moi quand personne d'autre n'y croyait. Cette boîte à outils n'était pas une blague, c'était une porte, le double fond, une clé, le téléphone, une voix qui me guidait vers la vérité. Mon héritage n'était pas seulement une richesse, c'était de la responsabilité, de la confiance et la chance de prouver que celui que tous avaient sous-estimé était en réalité celui qui comptait le plus.
Cette nuit-là, je dormis à peine. La lettre de mon oncle resta posée sur la table, lue et relue des dizaines de fois. Ces mots s'étaient gravés dans ma mémoire. Silas ne m'avait pas humilié. Il m'avait confié quelque chose de plus grand que n'importe quelle somme d'argent. Pour la première fois de ma vie, je ressentis la force silencieuse d'être choisi. Le matin suivant, ma mère remarqua la différence dans mon regard. Elle m'observa pendant que je buvais mon thé et dit « Ton père a toujours cru que tu étais né pour quelque chose de plus grand que cette vie modeste. Je crois que Silas le pensait aussi. » Il m'a laissé quelque chose de réel, maman. Pas ce que Ronaldo et Cynthia voulaient. Quelque chose de plus. Quelque chose que je dois protéger. Elle serra ma main avec tendresse. Alors protège-le et utilise-le pour faire le bien, car c'est seulement ainsi que la richesse a de la valeur. Ces mots devinrent ma boussole. Dans les jours qui suivirent, je retournai à l'entrepôt, ouvrant chaque caisson avec soin. Je cataloguai tout, l'or, l'argent, les registres. La quantité suffisait à effacer toutes les dettes de ma vie entière et à me rendre millionnaire. Mais ce furent les carnets qui m'absorbèrent. Mon oncle avait laissé son esprit entre ces pages. Stratégie, leçons, erreurs, regrets. Des révélations sur la manière dont il avait tout construit. Il y parlait de trahison, de confiance, de la façon dont il s'était éloigné de la famille parce que la cupidité corrompait les cœurs. Et tout cela m'aida à comprendre pourquoi il m'avait choisi. Pendant ce temps, Ronaldo et Cynthia devinrent nerveux. Les rumeurs circulaient. Ils remarquèrent vite que je ne semblais pas abattu par ce prétendu cadeau inutile. Ronaldo débarqua sans prévenir, la voix chargée de suspicion. « Tu es trop silencieux, cousin. Qu'est-ce que tu caches ?» Je le regardai droit dans les yeux, avec un calme que je ne connaissais pas auparavant. « Je ne cache rien. Je vis simplement ma vie. » Il ricana, mais je vis le doute dans son regard. Il avait l'habitude de se nourrir de ma faiblesse. Maintenant qu'elle avait disparu, il ne savait plus comment m'atteindre. Une semaine plus tard, ce fut au tour de Cynthia d'appeler, la voix toujours aussi venimeuse. « Ne me dis pas que tu crois vraiment que Silas t'a laissé quelque chose de valeur. » Il te trouvait pathétique. Je laissai ces mots glisser, sans s'accrocher. « Crois ce que tu veux, Cynthia. Moi, je connais la vérité. » Et avec cette vérité vint la paix. Je n'avais plus besoin de leur prouver quoi que ce soit. Je n'étais plus consumé par la colère de leur rire. Mon oncle m'avait vu. Ma mère avait toujours cru en moi. Cela suffisait. Avec le temps, je commençais à utiliser l'héritage d'une manière que personne n'attendait. Je payais les traitements de ma mère. Je lui offris le confort qu'elle méritait. Je fis des dons anonymes à l'église qui accueillait les familles en difficulté. Je finançais des rénovations dans le centre communautaire où les enfants passaient leurs après-midi, le même endroit qui m'avait évité des ennuis quand j'étais gamin. Chaque geste confirmait que l'or et l'argent n'étaient que des outils. Le véritable trésor, c'était l'opportunité de vivre avec un but. Mes cousins, malgré tout leur luxe, restaient prisonniers de leur faim insatiable. Ils exhibaient leurs manoirs, leurs voitures, mais leurs yeux restaient fixés sur moi, emplis de suspicion, d'envie. Et moi, je ressentais de la pitié, parce qu'ils ne comprendraient jamais ce que j'avais reçu. Un soir, Ronaldo me confronta à nouveau, le visage rouge de rage. « Dis la vérité. Qu'est-ce que Silas t'a vraiment laissé ?» Je le regardais, ferme. « Il m'a laissé quelque chose que tu ne comprendras jamais, la confiance. » Pour la première fois, Ronaldo resta muet. Il tourna les talons, marmonnant. Mais je savais. Mes mots l'avaient frappé là où ça faisait le plus mal. Les mois passèrent. Et moi aussi, je changeais. Je n'étais plus l'homme considéré comme un raté. Je n'étais plus le neveu à la boîte rouillée. J'étais un homme qui portait un héritage, pas de cupidité, mais de sens. La boîte est toujours avec moi, rangée à la maison. Non comme un souvenir de honte, mais comme le symbole du moment où tout a basculé. Elle me rappelle que, parfois, les plus grands cadeaux se présentent dans les emballages les plus modestes. Et cette leçon vaut plus que tout l'or. Alors, quand je raconte cette histoire, ce n'est pas pour me vanter d'une fortune. C'est pour dire ce qu'elle m'a appris. Ne laisse jamais les rires des autres te convaincre que tu ne vaux rien. Ne crois jamais qu'un petit cadeau n'a pas de valeur.
Et n'oublie jamais que la véritable héritage ne se mesure pas en immeubles, en voitures ou en compte bancaire. Elle se mesure en confiance, en responsabilité, et dans ce que tu choisis de faire quand on te donne enfin une chance. Mon oncle Silas m'a laissé plus que de l'argent. Il m'a donné l'opportunité de me prouver. Et ça a tout changé.